partie de ma carrière à concevoir des voitures et pendant les 5 dernières années, j'ai plutôt travaillé sur la transformation digitale et depuis 3 ans sur la technologie blockchain, d'abord au niveau du groupe Renault et maintenant au niveau de la filière automobile française. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui, non pas en tant que geek, que je ne suis pas, mais en tant qu'ingénieur en mécanique, que je suis, notre compréhension sur la façon dont la technologie blockchain peut améliorer et soutenir le futur de l'industrie automobile. Et je partagerai ensuite avec vous, en tant que coordinateur du projet Exit, ce projet de plateforme de conformité qui se met en place, et Sylvie Janot de Knauf Industries partagera les raisons qui l'ont fait adhérer à ce projet. Alors tout d'abord, je vais partager avec vous ce qu'est la blockchain et ce qu'elle va apporter à notre industrie. Donc qu'est-ce qu'est la blockchain? On a 5 composants majeurs. La base de tout, c'est le réseau. Donc un réseau d'acteurs qui ont un intérêt commun et qui mettent en réseau leurs machines. La blockchain, ça n'est rien d'autre qu'un registre distribué, ce qui signifie que quand un nœud du réseau écrit dans la blockchain, l'ensemble des personnes du réseau qui sont autorisées peuvent voir ce qui est écrit et ce qui est écrit est intégralement historisé parce que ça n'est ni effaçable ni altérable. Ensuite, l'autre composant important, c'est le consensus, qui est un algorithme qui constitue le mécanisme de validation des transactions qui sont effectuées sur la blockchain. Il existe plusieurs types d'algorithmes, plusieurs types de consensus, chacun a sa particularité et chaque choix de consensus dépend du cas d'usage et de la blockchain considérée. Donc, dans le cas du Bitcoin que vous connaissez, ce mécanisme est long, coûteux, énergivore. Dans le cas de blockchain permissionnée, sur lesquels on est plutôt enclin à aller côté industrie, ce mécanisme est optimisé. Ensuite, on a les smart contracts. Alors, les smart contracts qui n'ont rien de smart ni rien de contractuel, mais c'est une exécution d'algorithmes en automatique, comme par exemple des vérifications de conformité. Et puis enfin, les tokens, le plus célèbre est le Bitcoin, qui sont des éléments de valeur pour récompenser les membres du réseau, comme par exemple donc, des Bitcoins dans le cas du Bitcoin ou des points de fidélité dans d'autres cas. Alors, comment se passe une transaction ? Nous avons Bob en haut à gauche, Alice en bas à droite. Bob veut envoyer une information certifiée à Alice et veut être certain qu'elle l'a bien reçue et que personne ne l'a interceptée ou modifié son contenu. Donc l'information, elle est préparée dans un package comprenant un ensemble d'informations, un petit peu comme on a le mail. Ensuite, il est envoyé à un réseau de machines à l'aide de l'algorithme de consensus qui est exécuté. Le bloc est validé et il est ajouté à la chaîne de blocs précédente, d'où le nom de blockchain. Le message est alors reçu par Alice et les deux ont la certitude que le message a bien été émis, a bien été reçu avec un contenu non modifié et ils peuvent surtout le certifier. Alors venons-en aux différents types de blockchain. On a plus de 1000 technologies blockchain, mais finalement elles peuvent être classées en 3 catégories principales. Donc à gauche, vous avez les blockchains publiques, ouvertes, sans aucun contrôle de participants. Tout le monde peut l'utiliser, c'est le cas du Bitcoin. Elles ont tendance à consommer beaucoup d'énergie, mais on a une optimisation et aujourd'hui les technologies plus récentes vraiment réduit considérablement leur impact environnemental. Au centre, vous voyez les blockchains de consortium qui nécessitent une autorisation d'accès des participants. C'est plutôt le choix de l'industrie. Elles permettent aux entreprises qui ont des intérêts différents d'échanger des données de manière sécurisée. Donc, c'est quelque chose de très prometteur pour les industries lourdes. Par contre, il faut bien faire attention dans l'avenir, avec la multiplicité de technologies blockchain, sur l'interopérabilité qu'on pourra avoir sur ces blockchains. Un des points majeurs qui est à réussir, c'est la mise en œuvre de la gouvernance. Parce qu'un projet blockchain, c'est un projet pour lequel tous les membres du réseau doivent trouver de la valeur. Donc, ce type de business model et le cas d'usage adapté n'est pas trivial à trouver, on va y revenir juste après. Et enfin, sur la droite, donc ça, ce sont les blockchains privées.
Finalement, une entreprise adopte un moyen un peu sophistiqué pour instaurer la confiance entre chaque département de l'entreprise. On n'a pas forcément, dans notre industrie, vu beaucoup d'intérêt et notamment, on n'a pas vu beaucoup de retour sur investissement dans ce cas-là. Dans notre industrie, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça, on implique de nombreuses fonctions, hein, de l'ingénierie, la fabrication, la logistique, la vente, la prévente, etc. Vous savez aussi que nous travaillons aussi beaucoup en silo et lorsqu'une entreprise travaille avec une autre entreprise, la communication, elle se fait plutôt de silo à silo, l'ingénierie parle à l'ingénierie, le manufacturier au manufacturing et cette façon de travailler génère pas mal de retard dans la communication quand on a besoin de passer d'une fonction à l'autre. Donc notre principale voie d'amélioration, c'est finalement de briser le silo, hein, c'est le principe de toute transformation digitale, et de changer notre façon de travailler en faisant les liens à travers toutes les fonctions de toutes les entreprises qui travaillent ensemble et en apportant plus de réactivité et de rapidité dans les échanges et avec des processus optimisés au niveau d'un écosystème. Et là, clairement, la blockchain, c'est vraiment le moyen de le faire assez facilement. Donc, ça permet de partager en temps réel au travers de toutes les fonctions de toutes les entreprises impliquées les informations et comme ça augmenter l'efficacité de notre écosystème. Alors, comme je le disais, la technologie blockchain, hein, elle n'est pas vraiment nécessaire au sein d'une même entreprise. On a des tonnes de technologies numériques existantes qui sont tout à fait suffisantes pour répondre aux besoins quand on est en interne de l'entreprise. Par contre, quand on travaille dans un écosystème avec des entreprises externes, qu'on a besoin de certifier des informations de manière fiable et sans avoir appel à une tierce personne pour certifier les éléments, ou alors quand on a vraiment des processus qui impliquent beaucoup d'acteurs, des processus complexes, toute ressemblance avec notre industrie, etc. Donc là, dans ce cas-là, quand on a toute cette complexité, la blockchain, c'est vraiment la solution idéale. Donc si on regarde le schéma de droite, la blockchain peut être considérée comme une espèce de maillage qui passe au-dessus des processus et des bases de données de tous les membres impliqués dans le réseau. Et aujourd'hui, quand on travaille dans un écosystème, ce qu'on fait très bien hein, tous les jours, finalement, on passe notre temps à faire un transfert de processus d'un à l'autre. On construit des matrices de transformation entre nos processus respectifs et finalement, on passe beaucoup de temps à définir les moyens d'échanger et des fois plus qu'à travailler sur les données elles-mêmes. Avec la blockchain, chaque propriétaire de données va charger ses données dans la blockchain et on va avoir un lean processus d'écosystème et on va se focaliser sur les données et les modèles de données plutôt que le tableau Excel qui va nous servir à échanger les informations. Donc, compte tenu de la sécurité et du mode d'échange de données, la technologie blockchain, c'est ce qu'on a vu dans les premiers projets, elle n'est pas très intrusive et elle peut être mise en place de manière réactive. Alors, je voudrais partager avec vous l'aspect valeur que nous apporte cette technologie. Donc, cette technologie, elle va nous apporter tout d'abord de la performance. On l'a vu, on parle d'excellence opérationnelle, de lean processus au niveau d'un écosystème. Donc là, on va trouver toute l'efficience, la productivité, la continuité digitale qui est associée à ce processus d'écosystème. Ça va nous apporter de la réactivité, bien évidemment. Ça va nous apporter la certification des données. La blockchain est très utilisée dans le domaine des droits d'auteur. Donc, en termes de propriété de données, c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup et dans notre industrie, c'est un sujet qui est très important et de plus en plus important. Ensuite, et c'est là que ça va nous offrir notre porte sur le futur, c'est toutes les nouvelles opportunités que ça va nous apporter, le fait de travailler en écosystème, le fait de pouvoir générer via les smart contracts ou via l'intelligence artificielle basée dessus qu'on va voir juste après,
de pouvoir produire des nouvelles données qui vont nous ouvrir vers des nouveaux business et des transformations de nos business models. Donc c'est en ça que la valeur de la blockchain est extrêmement importante. Alors, je voudrais partager avec vous 3 étapes qu'on a vues dans la mise en œuvre de la blockchain et qui vont nous permettre d'atteindre justement cette ouverture sur le futur. La première étape, c'est la transformation du réseau. Aujourd'hui, on est plutôt dans un réseau en étoile avec l'OIM qui est au centre. Si je prends cet exemple-là, mais je pourrais prendre aussi l'exemple de l'OIM avec son réseau de dealers. Mais aujourd'hui, donc, dans cet exemple-là, l'OIM est plutôt au centre d'un réseau en étoile. Et quand on a besoin de faire un échange d'informations au sein de l'écosystème, ça se passe plutôt en passant par le centre de l'étoile. Avec la blockchain, on aplatit ce réseau et on peut permettre par la gouvernance l'échange direct de données. En particulier, c'est très intéressant quand on parle, par exemple, de faire une maquette numérique et pour deux acteurs qui sont en interface, de pouvoir autoriser de manière certifiée et officielle des échanges de données sur le sujet. Donc ça, c'est la première étape. Et cette première étape, elle est relativement facile à faire puisqu'on a tout de suite une confiance qui est apportée par cette technologie. La deuxième étape, c'est donc la vérification et l'alerte automatique de données grâce au smart contract. Donc là, comme je vous l'ai dit, les smart contracts, ils sont ni smart ni contracts, c'est simplement une exécution d'algorithmes. Et par contre, ça revêt une importance particulière dans notre industrie, parce qu'en fait, au travers de notre écosystème, on a beaucoup d'informations et de données qui sont protégées par confidentialité ou propriété intellectuelle. Et grâce à la technologie blockchain, les données, elles peuvent être mises dans la blockchain en mode protégé et crypté, accessible uniquement par le propriétaire de la donnée, mais par contre, on peut y exécuter un smart contract et fournir ainsi des informations en temps réel au réseau. Donc, si par exemple aujourd'hui, vous souhaitez fournir des informations de conformité en temps réel sur un code de logiciel protégé par propriété intellectuelle, vous ne pouvez pas le faire de manière simple et sécurisée, alors qu'avec la blockchain, c'est la base. Alors, vous pouvez imaginer en fait la puissance de ce type d'outils pour assurer la cohérence en temps réel quand on a des centaines de logiciels dans le cas du véhicule connecté. Mais c'est aussi très utile parce qu'on a beaucoup de processus de production qui sont protégés par propriété intellectuelle et de pouvoir partager en temps réel, même si on ne partage pas les données précises du processus, pouvoir garantir le niveau en temps réel est extrêmement riche et important. Après, on passe à la troisième étape qui est la plus intéressante, mais si on n'a pas fait les 2 premières, on ne peut pas arriver à celle-ci, c'est la création d'une intelligence collective. Aujourd'hui, pour répondre aux exigences des clients et des autorités, on a besoin de plus en plus de réactivité dans la compréhension des phénomènes, dans l'appréhension des nouveaux contextes et dans la mise sur le marché de nouveaux produits sur le service. On a de plus en plus de technologies très complexes. Pour des voitures connectées ou autonomes, on a des centaines de logiciels qui sont interconnectés. Et on a vraiment besoin de ce partage de données en temps réel au niveau de l'écosystème pour pouvoir faire les évolutions nécessaires pour répondre aux demandes futures. Donc finalement, cette intelligence collective d'écosystème, elle va permettre à chaque membre d'être beaucoup plus réactif et d'aller aux différentes étapes de prévention, prédiction et prescription, mais chacun dans son propre domaine, puisqu'en fait, on augmente la taille de l'échantillon et on a des analyses d'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus pertinentes de fait. Donc finalement, on retrouve ici le cercle vertueux du PDCA digital, mais à l'échelle de l'écosystème et chaque membre en a le bénéfice. Donc c'est vraiment un atout clé de cette technologie blockchain parce que tout ça se fait dans un mode très sécurisé et tout en certifiant la propriété des données de chacun.
Alors, je voudrais aussi partager ce schéma sur l'interaction des transformations digitales. Parce que finalement, beaucoup d'entre nous, on opère nos transformations digitales dans nos entreprises respectives. Et quand on fait un projet blockchain, hein, ça c'est la figure du milieu, finalement, on rentre en interface avec les transformations digitales de chacun. Et ce qu'on a observé, c'est que ces projets communs nous permettent d'avoir accès à des nouvelles données au sein de l'écosystème. Et parfois, c'est ce qu'on a constaté là sur les premiers projets, dans notre silo d'entreprise, on avait prévu un projet digital pour reconstituer une donnée qui finalement devient directement accessible dans la blockchain au niveau de l'écosystème. On a vu par exemple, là, on met, pour assurer la traçabilité, on demande de mettre une étiquette, une donnée sur une étiquette, et puis après on met en place une caméra pour lire l'étiquette, pour avoir la donnée. Mais finalement, avec la blockchain, on peut avoir cette information digitale directement accessible et avec une connexion sécurisée. Donc l'autre intérêt qui est constaté dans d'autres industries, que ce soit financière ou alimentaire, hein, qui utilisent la blockchain et qui ont utilisé cette technologie un peu en avance de phase par rapport à l'industrie automobile, c'est qu'un projet blockchain, c'est un projet inclusif. Donc pour les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas forcément se permettre de supporter seules les coûts d'une transformation digitale, c'est finalement l'opportunité d'accéder à une première brique commune et, comme on le voit en pointillé sur la figure de droite, de pouvoir construire sur cette première brique des éléments digitaux personnalisés de performance et ainsi contribuer finalement à la transformation digitale de l'écosystème dans son ensemble, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, maintenant, je voudrais venir sur le projet EXID, Extended Compliance End-to-End Distributed. Mais d'abord, je voudrais partager avec vous quelques éléments autour de la réglementation, puisque ça a été un petit peu la genèse de ce projet. Donc, vous savez que pour être homologué et vendu, un véhicule doit être conforme à toutes les réglementations nécessaires dans les produits de vente. Donc, je voudrais juste partager avec vous quelques chiffres pour vous donner une vision globale, parce que ce chiffre-là augmente de plus en plus. On a une centaine de domaines réglementaires, ça vous connaissez bien. On va parler de choc frontal, par exemple, et ce qu'on voit, c'est que cette réglementation, elle est valable partout dans le monde, mais avec des valeurs cibles, des procédures de test qui peuvent être différentes. On a au sein de l'Europe et de l'Union européenne une certaine normalisation, mais ça n'est pas le cas partout dans le monde. Chaque règlement est décliné sur chaque pièce, chaque composant, sous-composant et au fin fond de la chaîne d'approvisionnement. Donc, dans le cas des traçabilités de matériaux, par exemple. Et donc, cette déclinaison se fait. Pour une voiture, on a plus de 6000 caractéristiques réglementaires sous la responsabilité du réseau de la chaîne d'approvisionnement et la conformité du véhicule dépend de la conformité de chacune des caractéristiques. Alors, pour ajouter un peu de complexité, hein, parce que ça ne serait pas drôle autrement, on a de plus en plus de mises à jour et de nouvelles réglementations. Aujourd'hui, hein, on a plus de 200, même le chiffre exact, c'est 300, hein, je l'ai vu juste avant, là, sur 2020, 300 changements ou nouvelles réglementations qui arrivent chaque année, qui impactent soit les nouveaux modèles, soit tous les types, applicables à des échéances spécifiques, etc. Donc là, on a vraiment une sévérisation réglementaire. Je voudrais illustrer cette sévérisation par quelques exemples. D'abord, la surveillance des marchés, dont tout le monde a entendu parler, je pense, qui est en vigueur depuis septembre dernier. On était habitué à la conformité de production, mais maintenant, donc, la surveillance des marchés impose un prélèvement de véhicules sur le marché, peu importe en fait où et quand elles sont produites. Et là-dessus, cette surveillance, elle se fait non seulement sur le contrôle des émissions, auquel on était assez habitué, mais elle est étendue à 61 domaines de réglementation applicables. Donc, ça représente à peu près plus de la moitié des domaines pour un véhicule, donc vraiment des milliers de caractéristiques réglementaires. Et on doit être en mesure de fournir
sans retard indu, c'est le texte de la loi, la certification détaillée des résultats quand on nous la demande. Donc ça veut dire que 1 à 2 fois par mois, on doit produire en une semaine des informations complètes de résultats de conformité, quel que soit le lieu de fabrication et le timing de la voiture qui a été produite. Donc ça, c'est un exercice plutôt délicat, hein, en particulier quand on a besoin d'aller dans la profondeur de chaînes d'approvisionnement. Donc le risque, on a évidemment un risque financier si on n'est pas capable de fournir dans le délai attendu les résultats. C'est une pénalité en moyenne de 30 000 € par voiture, mais au-delà de ça, c'est plutôt le risque de réputation si on n'est pas en mesure de fournir aussi rapidement que demander les informations. Parlons des matériaux. Donc, vous connaissez bien tous la réglementation REACH, hein, depuis 2017. On a mis en place une très bonne initiative avec IMDS, mais aujourd'hui, dans la réglementation, nous sommes censés avoir en temps réel l'enregistrement de chaque matériau, substance, composant, sous-composant de notre pièce, de notre voiture, dans cette base de données. Et vous savez bien que c'est pas si simple, hein. Il y a 2 jours, j'ai échangé avec un fournisseur de peinture de rang 2 et le respect de cette réglementation, c'est toujours un point difficile en termes de ressources nécessaires mobilisées pour être conforme. Donc, pour compléter ce périmètre matière, vous savez aussi que depuis le début de cette année, on a une nouvelle réglementation sur les minerais à risque de conflit, le tantal, le tungstène, l'or et l'étain. Et cette réglementation impose donc en 2021 aux fondeurs d'avoir une traçabilité de l'origine des matériaux et de leur flux logistique. Mais les utilisateurs de ces matériaux ont d'abord un devoir de due diligence aujourd'hui, mais en 2022 seront soumis directement à la réglementation. En fait, vous savez bien que l'étain est un peu partout dans nos pièces de véhicules. Alors, un dernier exemple autour de l'évolution de la réglementation qui devient maintenant vraiment de bout en bout avec des réglementations sur la cybersécurité qui vont impacter de la conception jusqu'à la production et la prévente, mais aussi donc qui vont concerner l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous voyez que sur ces différents exemples, les réglementations sont de plus en plus sévères et nous demandent de plus en plus de réactivité. Donc, pour répondre à cela, on a lancé un premier projet blockchain qui s'appelle EXID, donc, qui signifie Extended Compliance End-to-End Distributed. L'ambition de ce projet, c'est de créer une plateforme de traçabilité et de compliance pour l'ensemble de l'écosystème de l'industrie automobile. Donc, c'est basé sur la technologie blockchain avec les étapes de big data et d'intelligence artificielle qui seront associées. Cette plateforme, elle sera sécurisée par blockchain avec un cloud souverain, hein, et on travaille avec les autorités européennes autour de Gaia-X, effectivement. Cette plateforme, elle va permettre la continuité numérique de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il s'agit d'une plateforme inclusive et qui va permettre aux petites entreprises comme les PME d'avoir accès à un outil numérique partagé performant. Donc, cette plateforme, elle ambitionne de renforcer la compétitivité et la souveraineté technologique de l'industrie européenne, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup d'utilisation vraiment massive en Chine de la blockchain, mais aujourd'hui en Europe, dans l'industrie automobile, on n'a pas forcément beaucoup de projets dans ce domaine-là. Alors, pourquoi on a choisi la technologie blockchain, hein, par rapport à ce que je vous ai partagé? Bon, d'abord parce que c'est vraiment en matière de cybersécurité, la blockchain a fait ses preuves et elle a été testée dans les autres industries dont je vous parlais tout à l'heure, financières et alimentaires en particulier. Elle protège la donnée, elle permet des contrôles et des alertes en temps réel et c'est vraiment un point unique de vérité qui permet une certification des données sans besoin de tierces parties.
Donc, lorsqu'on a lancé ce projet de développement, on avait clairement en tête la réponse aux enjeux de réglementation de la surveillance des marchés qui a été mise en place là, en 2020. Mais très vite, on a ajouté aux caractéristiques sécurité et réglementaires des caractéristiques géométriques et également les matériaux qui ont été identifiés comme un sujet clé, mais on a aussi d'autres sujets comme l'homologation, les logiciels, la prévente. Et la conformité est liée en fait à une référence de spécification qui, on l'a vu, évolue dans le temps par rapport au changement de réglementation ou des modifications de conception sur le produit. Donc, on a tout un tas de cas d'utilisation de l'application. Donc, Exceed vise vraiment à répondre à ces problématiques. Et vous voyez en bas de la diapositive, aujourd'hui, on a un schéma en cas de demande d'audit qui passe, donc qui est assez linéaire. On passe la demande dans un sens et puis on passe la réponse dans l'autre. Dans le cas d'Exceed, on a une plateforme partagée qui est alimentée en temps réel et ce qui permet en fait d'avoir la disponibilité quasi en temps réel des données quand on en a besoin. Donc, comme vous l'avez sans doute lu, on a testé avec un certain nombre de partenaires dans l'usine de Renault-Douai ce projet Exceed et ce test nous a permis d'identifier les points à développer pour un développement à grande échelle avec un large écosystème qui comporte plusieurs OEM. Donc, ça nous a permis également de tester le processus de gouvernance dont on a parlé tout à l'heure et cette capacité de travailler en coopération et en coopétition. Et c'est grâce à ce test que ça nous a donné confiance dans le passage à l'échelle. Je voudrais souligner un point clé, parce que quand on a lancé ce projet, évidemment, enfin, le besoin, il était clair, et on a d'abord exploré tout ce qui existait sur le marché pour voir si on ne pouvait pas collaborer à quelque chose qui était déjà existant. Et transformer finalement cette relation client-fournisseur qu'on vit en relation plus partenariale dans un schéma un peu gagnant-gagnant pour avoir un peu plus de pérennité dans les échanges. Et finalement, on a trouvé sur le marché beaucoup d'initiatives ici et là, axées sur la traçabilité des pièces, mais pas sur la traçabilité de la conformité des pièces. Alors pourquoi ça? Parce que aujourd'hui, ces initiatives, elles sont plutôt portées par silos, soit la supply chain, soit la ISIT, soit l'engineering, mais elles ne sont pas considérées en transversalité d'entreprise. Et ces initiatives, quand on les prend en silo, c'est ce qu'on a vu un peu plus haut, elles ne trouvent pas leur retour sur investissement parce que la valeur n'est pas forcément intéressante par rapport aux technologies digitales standards. C'est vraiment le fait de raisonner un peu globalement et non pas de faire la numérisation des processus existants, mais une transformation numérique des processus. Donc, parce que finalement, la numérisation de processus, elle apporte du Kaizen. Par contre, la transformation des processus, et notamment au niveau d'un écosystème, ça va amener la forte valeur qui est associée à la rupture. Donc, je voudrais partager avec vous les cas d'usage et illustrer un peu à la demande là, des acteurs de la FIEV l'outil par des petites démonstrations. Donc, en termes de lancement d'un audit qui peut se faire quel que soit le rang finalement, mais souvent c'est via l'OIM. Donc là, on a effectivement, on va aller choisir de lancer un outil, on va choisir les domaines réglementaires, on va choisir les usines concernées, on va choisir les périodes concernées, et du coup, on a un envoi automatique qui se fait aux responsables des personnes impliquées et on a accès du fait au contenu donc, de la conformité de chacun des véhicules.
Deuxième cas d'usage, l'incidentologie, qu'on connaît bien tous. On a un client qui vient nous faire part d'un problème. La première étape est évidemment la recherche de l'état de conformité. Et là, donc, on a à identifier le VIN et on peut avoir accès à toutes les pièces qui sont rentrées dans la plateforme avec les différents rangs quand ils sont documentés. Troisième parcours client, le management de la non-conformité. Donc là, on va prendre, donc c'est le cas de la société Forcia qui a travaillé avec nous sur ce projet. Donc là, on raisonne donc dans le référentiel, on va aller rentrer des tests fréquentiels parce qu'aujourd'hui, évidemment, on ne génère pas de non-conformité sur des tests à 100%, mais on a des tests fréquentiels et quand on fait des tests fréquentiels, on a souvent quand on a des résultats, en toute bonne foi, on a produit des pièces et pendant un certain laps de temps, on a produit des pièces et arrive un test fréquentiel, c'est le cas qu'on va voir tout de suite. Donc jusqu'à présent, là, on avait un test fréquentiel qui était correct, c'était un couple de serrage qui était à 35 pour un mini à 30, un maxi à 40. 4 jours plus tard, on refait le test conformément au plan de surveillance et là, on s'aperçoit que le test est non conforme. Donc là, la plateforme instantanément transforme le statut de la pièce et met une alerte en disant attention, cette pièce a un statut douteux. Et on voit dans le détail que c'est le couple de serrage qui a fait l'objet de ce test et ce test est non conforme. Et ensuite, donc, le forestier, en l'occurrence, va faire son analyse et va pouvoir déclarer dans la plateforme le résultat de son analyse de manière certifiée et pouvoir déclarer, vous le voyez, à la minute près, ça peut être la visseuse qui n'a pas fonctionné pendant 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, ou bien là, dans le cas qu'on a choisi, c'est 4 jours. Et là, instantanément, le statut des pièces concernées va se transformer et donc les pièces vont passer au statut qui a été déclaré par le fournisseur en question. Donc, derrière, évidemment, du côté du véhicule ou des rangs supérieurs, ben, on a eu l'alerte finalement que du 1er au 5 juin, on avait un problème de conformité et là, on va sortir instantanément. Là, dans ce cas-là, c'est 2 véhicules qui étaient concernés et donc on a une acuité beaucoup plus forte sur la définition des pièces et des véhicules qui sont concernés. Alors, le projet de ce projet que je vais vous présenter maintenant, il est articulé sur 2 périodes. D'abord, une phase de co-innovation. Alors, la co-innovation, elle ne porte pas sur l'outil, sur la technologie blockchain, puisqu'on l'a déjà testé, mais elle va porter plutôt sur la gouvernance et le mode de fonctionnement en collaboration et coopétition élargie. Donc, pour assurer le bon cadrage du consortium et sa pérennité. Donc, vous voyez que cette phase de co-innovation, elle comporte 3 phases. La mise à l'échelle de l'outil qu'on est en train de vivre, son application dans les premières usines et après, une phase de préparation du consortium avec une consolidation du business model. Et ensuite, le lancement du consortium plutôt au niveau européen, puisqu'on a eu le support de la DG Connect sur ce projet. Et on vous propose de vous joindre à ce projet dès cette phase de co-innovation. Alors, pourquoi, quel intérêt de rejoindre cette co-innovation? D'abord pour bénéficier de manière très rapide de la valeur qui va être apportée par ce projet. Donc, en premier lieu, c'est l'image d'une entreprise innovante, transparente, responsable et réactive. Et ça, c'est quelque chose qui a de plus en plus de choix. On le voit dans les différentes enquêtes qui sont faites. On monte à peu près de 2% chaque année. Les clients sont de plus en plus attentifs
à ce critère-là, l'aspect responsabilité, éthique, transparence d'une société. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour le choix des clients dans les produits et services qu'ils achètent. Ensuite, ça donne accès à un système digital performant de management de conformité de bout en bout, et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ensuite, ça amène un gain de productivité sur la gestion de la conformité. Ce qu'on a vu dans les premières estimations faites avec les premiers partenaires, c'est de l'ordre de 15 à 30% qui sont observés par rapport à la gestion de la conformité. Et ça, grâce aux lignes process d'écosystème qu'on peut mettre en place sans rupture de charge. On n'échange plus avec des tableaux Excel, etc. Ça se fait directement de base de données à système, ou bien, au lieu d'écrire dans un tableau Excel, on écrit directement dans la blockchain et on gagne des étapes. Ensuite, l'intérêt, c'est aussi d'être capable de répondre aux exigences de la surveillance des marchés avec l'évitement d'un risque de pénalité sur le sujet. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est 30 000 véhicules, 30 000 kg par véhicule en moyenne. Sur les premières estimations, là encore, qu'on a faites, on a vu une division par 2 du coût de la non-conformité et une réduction grâce au ciblage de l'impact d'une non-conformité de l'ordre de 10% sur les coûts de rebut, de campagne de rappel et de blocage. Donc ça, cette valeur, c'est le premier intérêt du sujet. Et puis ensuite, donc, sur le fait d'embarquer dans cette magnifique aventure dans la phase de co-innovation, c'est finalement cette adhésion en première phase, elle apporte des avantages, et plus l'adhésion se fait tôt, plus elle est économiquement intéressante. Donc, l'adhésion, elle peut se faire sous 3 formats, sous forme de partenaires, sous forme de membres, sous forme d'utilisateurs. Donc là, les partenaires, en fait, ils ont l'assurance d'avoir un statut de partenaire dans le futur consortium, et ça, le nombre de partenaires qui vont décider la roadmap du projet, qui vont avoir des licences gratuites dans les phases de co-innovation et consortium, ce nombre sera limité. Il y aura bien sûr un droit de parrainage. En tant que membre, de la même façon, ça assure la place dans le consortium. Et puis, il y a la possibilité, effectivement, de demander des évolutions, de pouvoir voter pour la priorisation de ces évolutions. Et ça donne des licences gratuites de l'outil dans cette phase de co-innovation, et donc la possibilité de l'utiliser très rapidement. Et derrière, donc, les membres ont un droit de vote par rapport pour avoir leurs représentants décisionnaires partenaires. Puis pour les utilisateurs, de la même façon, là aussi, c'est la possibilité de demander des évolutions de la même façon, de pouvoir vraiment contribuer à cette roadmap et de pouvoir ainsi créer de manière collective le projet dont on a besoin pour le management de la conformité. Donc, on est à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus, mais je voudrais laisser la place maintenant à Sylvie Jeannot de Knauf Industries, qui a déjà adhéré sur le projet en tant que partenaire et qui va partager son témoignage. Sylvie, floor is yours. Merci Odile, alors c'est une brillante démonstration. Alors j'espère qu'on n'a pas perdu tous nos auditeurs dans la technique, donc moi je ne serai pas aussi technique avec vous. Donc Sylvie Jeannot, je vais quand même déjà me présenter ainsi que ma société, Knauf Industries. Donc nous appartenons à un groupe allemand, à une société familiale. Nous sommes un plus petit équipementier que la plupart des équipementiers présents aujourd'hui. Donc nos activités en fait se concentrent sur 5 marchés. Nous sommes d'abord dans le moulage, notre principale activité, le thermoformage, l'injection plastique. Pour donc l'automobile, nous livrons nos clients. Alors c'est intéressant pour nous aussi car nous avons des clients constructeurs, donc on espère qu'il y aura d'autres constructeurs bien sûr que Renault. C'est déjà en cours, des discussions. Nous souhaitons aussi bien sûr travailler avec tous nos clients équipementiers. Donc là aussi, très intéressant. Aussi, Knauf Industries donc, fait partie des 11 business uniques du groupe Knauf, qui lui donc, est spécialisé dans
l'extraction de plâtre, tous les matériaux de construction, et nous avons aussi 2 business units qui sont axés sur l'isolation, donc surtout des matériaux laine de verre, laine de roche. Alors comment l'aventure a commencé pour nous, Odile? En fait, c'est parti du salon des objets connectés. On avait donc, vous étiez au salon en septembre 2020, et donc nous souhaitions échanger avec vous sur les emballages et leur traçage par la technologie RFID. On vous a contacté, donc vous nous avez donc proposé, voilà, Xseed. On a convenu pas mal de réunions ensemble, et donc on s'est engagé. Finalement, on a adhéré assez vite, hein. Mi-octobre, on vous a donné un accord de principe, ce qui était quand même relativement rapide. Alors ça s'est fait en fait en 2 étapes. Donc la première étape, c'était l'attractivité en fait du projet, hein. C'est un projet effectivement innovant, donc l'image, la visibilité sur le marché, hein. Donc c'est une chance, je dirais, pour Knauf. Le fait aussi que une technologie blockchain, c'est quand même un projet complexe. Donc on avait quand même en face de nous des experts, hein, donc IBM, donc experts en la matière de blockchain. Le fait d'avoir l'outil, hein, le MVP déjà testé à Douai, ça, c'était quand même plutôt confortable. Le fait aussi d'avoir donc Renaud, hein, comme coordinateur, donc le fait d'avoir un système guidé, hein, ça c'est quand même confortable de se lancer dans un projet de cette envergure. Donc ça, c'était aussi important. Vous avez pu aussi nous mettre en relation avec l'équipe digitale, donc Yves-Michel Le Porchet, qui a été, donc là aussi, toutes les explications détaillées. Vous avez pris le temps, et ça a été aussi déterminant dans notre prise de décision. Aussi, comme vous l'avez dit, on a préféré être partenaire plutôt que alors je ne vais pas dire subir, mais disons, voilà, le fait d'appréhender de manière volontaire ce projet, plutôt que finalement d'être plus en défensive plus tard, sachant que de toute manière, comme vous l'avez expliqué, je ne vais pas revenir sur le sujet, hein, la réglementation 2018-858, avec l'obligation donc pour nous de prouver notre conformité réglementaire, notre conformité au cahier des charges et au cahier des charges de nos clients en général. Donc ça, c'est voilà, la marche est lancée, les prélèvements sur le marché, ça c'est du réel, et donc il faut s'adapter. Donc d'être partenaire, de pouvoir agir, de prendre des décisions dans le comité de gouvernance, et de pouvoir donc agir sur la roadmap, c'était un point qui nous paraissait essentiel pour Knauf. Donc là aussi, il y avait aussi une flexibilité, je dirais, avec des jalons, hein. Donc vous avez montré les jalons, et avec aussi des portes de sortie, hein. Donc je dois reconnaître aussi, c'était un argument en pleine période Covid qui était important, puisque bon, on mesure toujours aussi les risques financiers avant de prendre certaines décisions. Et par la suite, donc maintenant qu'on est dans le projet, qu'on a pu donc échanger avec les autres partenaires, vous-même, on voit un petit peu les choses aussi différemment sur ce projet-là. Comme vous l'avez dit, donc le fait d'être plus fluide dans la communication, plus réactif entre les silos en fait de notre écosystème, hein, d'avoir le fait de pouvoir améliorer notre conformité et surtout notre réaction à la non-conformité, d'être plus prédictif aussi dans les problèmes qualité, donc aussi de réduire nos coûts. Donc ça, c'est des choses donc vraiment concrètes. Le fait aussi de pouvoir réduire toutes je dirais les activités à faible valeur ajoutée, hein, comme vous l'avez dit, voilà, essayer de réfléchir, d'avoir cette réflexion, voilà, comment on fait un audit aujourd'hui, pour qu'on échange tous ces mails. Donc vous avez parlé aussi des smart contracts, hein, ces exécutions d'algorithmes. Donc là aussi, c'est très intéressant pour les utilisateurs de la blockchain, puisqu'en fait, on va être plus réactif dans l'analyse des données. Et donc pour Knauf Industries, on a pensé que c'était le bon moment. Je pense qu'on l'aurait jamais fait finalement sans ce projet, de dire voilà, on fait une grande réflexion et on essaie de voir comment on peut optimiser en transversal nos processus. Et donc là aussi, un point important, c'est que voilà, on charge des données dans la blockchain. Donc c'est simple, hein. De toute manière, ces données, on vous les soumet sous une autre forme. Donc là, on utilise la blockchain et on essaie d'aller disons, one step plus loin. On essaie de bâtir notre propre plateforme, notre hub, où on essaye de lier aussi les bases de données. Et à ce moment-là, on va charger dans la blockchain certaines données d'une première base de données, base 1, et d'autres données, on va les trier d'une seconde base de données. Et donc, certaines informations, on va les conserver. On pourra donc aussi avoir des statistiques, appréhender différemment notre performance. Et là, ça nous ouvre des champs d'amélioration opérationnelle qu'on n'aurait pas ouverts en 2020 et probablement pas en 2021.
Donc ça, c'est aussi un point maintenant, on se rend compte et on est dans cette analyse de la valeur hein, actuellement, ça fait partie de l'étape du projet. On travaille beaucoup ensemble. Un autre point aussi, c'est la garantie, la sécurité. Hein. Vous avez parlé de sécurité, donc par rapport à cette technologie. Donc là, c'est un point important, parce que la première question aussi qu'on se pose, c'est voilà, je vais charger mes données. Oulala, il y a d'autres concurrents. Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Donc là aussi, voilà, après toutes les explications et après un petit peu avoir travaillé ensemble, c'est vraiment une garantie qui est apportée à toute la sécurité, puisqu'effectivement, la blockchain va stocker les informations confidentielles et donc elles seront conservées dans un silo. Donc là, c'est une garantie. Après aussi, un autre point essentiel par rapport à notre stratégie digitale. Donc là aussi, Knauf Industries, donc depuis à peu près 2 ans, on essaie d'accroître notre maturité digitale. Et là, finalement, ce dossier était parfait, sachant que c'est, on va dire, la petite société Knauf Industries, hein, nous sommes une ETI, qui apporte donc le projet ambitieux à large portée au groupe Knauf. Donc là, c'est quand même intéressant. Et donc, nos collègues du groupe, hein, puisque donc, nos services informatiques sont bien sûr réquisitionnés en la matière. Et donc là, c'était pile poil dans je vais dire, dans nos must-win battles. On va gagner en expérience, on va acquérir et accroître notre maturité digitale. Et en même temps, je dirais un projet d'innovation. On a parlé d'innovation au début. Ben, ça fait du bien, voilà, dans cette période de Covid où on est tous un petit peu à se replier sur nous-mêmes. C'est un moyen aussi de dynamiser, de stimuler les équipes, de fédérer les équipes, d'avoir cette cohésion, et y compris donc en externe, hein, comme vous l'avez dit, c'est une coopétition. Donc c'est un projet digital collaboratif. Et donc là aussi, on passe le stade concurrents, donneurs d'ordre, fournisseurs, on est tous co-utilisateurs de la blockchain. Et donc là aussi, on va favoriser je dirais, ce climat d'échange privilégié, voilà, entre partenaires pour créer de la valeur. Donc c'est vrai que quelque part, on va plus voir de la même manière, juste comme un donneur d'ordre ou juste comme un concurrent. Donc ça, c'est un point aussi qui est séduisant. Après, donc vous l'avez aussi cité, hein, les aspects confiance. Donc je pense aussi, voilà, si on veut être visible sur le marché. Donc nous, on a une politique aussi RSE qui devient de plus en plus mature chez Knauf Industries. Et là aussi, si on veut se différencier, c'est la bonne façon de dire, ben voilà, j'adhère, je sais qu'il n'y aura pas de fraude. Donc je suis, voilà, par rapport à mes clients, par rapport au marché, par rapport à, voilà, au client final, je pourrais donc être transparent. Et ça, c'est au niveau voilà, de la confiance, l'écosystème de confiance, c'était aussi un point intéressant. Et je dirais l'aspect financier, hein, comme dernier commentaire, dernière remarque. Donc, comme je vous l'ai dit, on est une ETI, donc notre chiffre d'affaires automobile ne se compte pas en milliards, mais en millions d'euros. Et donc, c'était quand même une opportunité de pouvoir rejoindre ce projet, d'avoir accès à cette base de données, d'échange d'informations avec des investissements limités, puisque les coûts sont mutualisés, vous l'avez bien compris. Et donc, nous allons très probablement, et Odile, vous n'allez pas me voilà, dire le contraire, hein, vous allez aller dans mon sens, probablement, donc nous aurons des financements, qu'ils soient nationaux ou européens. Je pense que nous aurons très vite des financements pour ce projet à large portée et très ambitieux. Voilà, je voulais partager avec vous donc notre feedback en 2 étapes, et j'espère que quelques arguments vous auront montré la valeur. Donc très technique pour Odile, hein, et donc les équipes, en tout cas digitales, et donc Odile se tient à vos dispositions pour toutes les explications. Et donc notre feedback en fait de partenaire, en tout cas après quelques mois, hein, puisque donc effectivement on a signé le contrat donc fin décembre, c'est tout récent, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez des questions, soit vous pouvez lever la main dans Teams, ou la poser par écrit dans la zone de conversation. En termes justement d'investissement de temps homme à passer, qu'est-ce que ça représente à peu près pour Knauf et Odile, je dirais que vous qui avez une vision un peu plus large en fonction des types d'entreprise. Alors peut-être je laisse Sylvie répondre Oui, pour Knauf, et puis je ferai une réponse plus globale.
Donc en fait, on a besoin effectivement d'un coordinateur par société, hein, et c'est vraiment indispensable. Donc je dirais c'est 15% du temps d'une personne. Bon, à voir, hein, puisque le plus gros travail, ça a été effectivement déjà cette phase de co-innovation et le début, en tout cas, le démarrage. Après, donc, on a des ressources donc sur site, hein. Il faut surtout que les personnes dans l'organisation qualité nous aident pour recueillir les données, hein, les données qu'on va télécharger dans la blockchain. Donc là, on est sur cette phase-là d'analyse, qu'est-ce qu'on va charger, comment on va le charger. Donc il faut donc les départements qualité. Sinon, je dirais après, oui, les services en transversal, si vous avez des laboratoires. Hein, bon, nous, la plupart du temps, on est en externe pour les laboratoires, mais si vous avez un laboratoire, probablement associer aussi les gens du laboratoire. Donc je dirais, voilà, il faut compter surtout le travail du coordinateur et ça peut représenter peut-être 15% de son temps. Voilà, je pense que effectivement, on a besoin d'une coordination au niveau de l'entreprise. Ce qu'on voit de manière très concrète, hein, c'est un projet qui est ultra pragmatique. Donc, les premières parties prenantes, ce sont les usines en première ligne et je peux vous dire que les usines, elles sont ravies de ce type de projet parce qu'elles voient bien c'est peut-être investir un peu de temps pour comprendre comment marche le projet, mais après, elles voient tout le bénéfice qu'elles vont avoir à économiser du temps. Donc, effectivement, l'ordre de grandeur, en fait, hein, on était cet après-midi encore avec un nouveau partenaire, ça dépend vraiment de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, du nombre du mode de fonctionnement aussi des entreprises, mais disons que c'est aujourd'hui concrètement entre un ETP, un équivalent temps plein, qui est séparé en plein de petits bouts de personnes, parce que ça concerne beaucoup de personnes, mais dans la participation à un workshop, etc. Et après, je dirais, c'est à la carte, parce que comme le dit Sylvie, si vous profitez de ce projet-là pour rentrer dans une transformation digitale plus profonde, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc là-dessus, l'équivalent, c'est entre 1 et 3 équivalents temps plein en fonction de la complexité, de la taille des business units et des pièces que vous allez prendre en compte. C'est cet ordre de grandeur. Et l'équipe effectivement informatique. Voilà, c'est notre équipe digitale en fait a été impliquée au début, bien sûr, pour comprendre les tenants aboutissants du projet, mais c'est surtout les informaticiens hein, qui sont aussi donc sollicités. Très bien. Merci. Une autre question, est-ce que le projet porte uniquement les fournisseurs à Renault ou est-ce que d'autres constructeurs vont être partenaires de ce projet? Alors aujourd'hui, hein, c'est le groupe Renault qui a lancé l'initiative, qui l'a ensuite portée au niveau de la filière. Hein. J'en profite, j'ai vu qu'Hervé Gros nous avait rejoint. Hein. On a clairement bénéficié de tout le soutien de la Société des ingénieurs de l'automobile et de la plateforme filière automobile que je représente aussi ici. Et donc là-dessus, bien évidemment, aujourd'hui, donc Renault est forcément un peu pionnier dans le domaine, mais on est en train de travailler avec d'autres grands OEM européens et le fait que aussi bien au niveau de la CEA que de la DG Connect, on ait un soutien du projet, c'est clair que ça va nous permettre de proposer en fait cette plateforme de manière plus large. En tout cas, c'est notre volonté et aujourd'hui, on a pas mal de gens qui sont intéressés. Et aussi, Odile, on peut rajouter le fait qu'on souhaite pouvoir connecter aussi d'autres blockchains. Tout à fait, donc ça, absolument. Si d'autres sociétés sont dans une blockchain, bon, alors, pas de même nature, hein, puisque celle-ci est unique, hein, la traçabilité
de la conformité, de la réglementation sécuritaire, etc. Mais si d'autres sociétés sont dans une blockchain logistique ou autre, on a toujours possibilité de connecter les blockchains. Donc ça, on y pense aussi. D'accord. Y a-t-il des projets concernant le réseau de distribution? Le réseau de distribution, vous voulez dire en termes de supply chain au niveau des véhicules, peut-être? Je suppose que c'est le réseau de distribution par rapport des véhicules, oui. D'accord. Oui, bien sûr. Enfin, comme vous l'avez vu, hein, la blockchain est pleine de potentiel. Donc, évidemment, sur la partie traçabilité, c'est très adapté. Donc, traçabilité des véhicules, c'est forcément quelque chose auquel on pense très fortement. Mais enfin, il y a, comme vous avez pu le lire sur le blog de Renault il y a quelques mois, on a identifié une vingtaine de projets qui sont tous des projets de filière, hein, sur le sujet, et qui touchent l'intégralité des fonctions de l'entreprise, puisque la blockchain fonctionne en écosystème dans l'ensemble des fonctions. Donc oui, bien sûr, la distribution est un des points qui était très prometteur et qu'on regarde de très près. J'ai encore une autre question aussi. Est-ce qu'il y a des soutiens de la part de l'État dans le cadre, je sais pas, PIA 4 ou Alors, autre chose? aujourd'hui, aujourd'hui, donc, on est parti, parce que les dossiers, on a travaillé sur un certain nombre de dossiers. Bien évidemment, on a le soutien à la fois national et européen. Et donc, la DG Connect nous a proposé de travailler sur un plan de partenariat, une collaboration publique-privée sur le sujet. Par contre, comme vous le savez, ça prend du temps, hein, c'est pas forcément instantané. Donc, la solution qu'on a choisie, c'est, puisqu'on voit qu'on est en avance sur le sujet, pour une fois, on est en avance sur ce type de sujet, donc on souhaite préserver cette avance. Et bien évidemment, puisque derrière, on a tout un consortium devant nous, c'est pouvoir bénéficier de ce partenariat public-privé pour justement enrichir la plateforme dès que possible. Très bien. Écoutez, moi, je ne vois pas d'autres questions. Donc, un petit mot de conclusion peut-être. Je vais me permettre de commencer cette conclusion avec notre vice-président développement industriel, Thierry Pommier-Petit. Nous avons souhaité en fait permettre de connaître le projet mené par Renault avec Exceed et ses autres partenaires dans le cadre à la fois de la digitalisation, usine 4.0 et performance industrielle. Si vous avez des questions, si le projet vous intéresse, on mettra en contact avec Odile. Je pense que cette présentation va également susciter des questions a posteriori. On sera toujours ouvert à ces questions-là. Et je vais laisser un petit mot de conclusion à la fois à Sylvie en tant que partenaire de ce projet et en tant que pilote de ce projet. Un bref mot de conclusion, mesdames. Sylvie, je vous laisse. Donc, pour ma part, je pense que toute l'équipe Knof est ravie de faire partie de ce projet. On voit déjà les optimisations qu'on pourra atteindre au travers de notre chaîne. Et encore, je recommande donc à tous les partenaires, quelle que soit leur taille. Et donc, nous souhaitons nous aussi proposer ce contrat et de nous rejoindre dans cette coopétition. Voilà, on n'y aurait pas forcément pensé il y a quelques mois.
Et là, donc, on voit les ambitions, l'ambition et le potentiel de ce projet. Donc, voilà, Odile est à votre disposition. Vous pouvez de toute manière avoir toutes les informations que vous le souhaitez, et après, ce sera votre libre choix de nous rejoindre. Mais en tout cas, nous, Knof, nous sommes ravis de faire partie du projet et d'être partenaires, et donc d'être à même de décider aussi, de prendre des décisions pour l'avenir, puisqu'on a identifié aussi déjà des nouvelles pistes de progrès après la compliance. Merci Sylvie. Odile. Ok, donc merci de votre attention. J'espère que mon discours n'a pas été trop technique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la blockchain va faire partie de notre futur et qu'il est grand temps de plonger dedans. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera pour ce projet Exceed et bien d'autres sûrement derrière. Bien, je tiens à vous remercier toutes les deux pour cette présentation qui était effectivement très riche et très intéressante, qui a, à mon sens, bien exposé en fait les attendus du projet et également façon de se projeter dans la digitalisation. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Votre présence, c'est déjà un signe d'intérêt. Exactement. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci Odile, bonne soirée. Au revoir, bravo. Bravo, bonne soirée. Bonne soirée.